Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'IA. Alors, on va voir, hein, on va essayer en tout cas d'aborder un peu l'intelligence artificielle. Donc, on va aborder le thème, hein, qu'est-ce que l'IA, les différents niveaux d'IA, parce qu'on n'a pas du tout le même niveau, hein, d'intelligence de l'IA, ou en tout cas le même niveau d'autonomie. On va voir les différentes utilités que peut apporter l'IA, hein, les différents endroits, les différentes catégories dans lesquelles on peut l'utiliser actuellement et on l'utilise actuellement, les avantages et les inconvénients, et puis on va vous donner quelques conseils, hein, d'utilisation par la suite. Alors, je vais commencer par un petit questionnaire, hein, bien sûr. Donc, le petit questionnaire, ça va être connaissez-vous l'IA? Alors, je vais lancer le sondage. Voilà. Donc, normalement, tout le monde doit avoir le sondage sous les yeux. On a connaissez-vous le terme IA? Ah, je l'ai déjà dit, alors normalement vous devriez le connaître. Oui, non, je ne sais pas. Avez-vous déjà utilisé l'IA? Alors je sais que certains l'ont déjà utilisé, hein, ou l'utilisent actuellement. Donc oui, je l'utilise souvent. Oui, une fois pour tester, mais j'ai pas forcément l'occasion, hein, enfin en tout cas la possibilité de l'utiliser souvent. Non, jamais. Une fois, voilà, non, je ne pense pas. Mais peut-être que vous l'avez utilisé sans le savoir. Non, jamais, ou je ne sais pas. Et connaissez-vous, alors là, c'est des termes que vous avez peut-être dû entendre, hein, dans les journaux la plupart du temps. Donc, ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, le chat, Mistral, ou aucun de tout cela. Ça peut arriver, hein. ChatGPT, en général, voilà, une bonne partie la connaissent parce que les médias nous ont un peu abreuvés, hein, de ChatGPT. Copilot Gemini, alors Copilot, c'est pour tous ceux qui doivent avoir un Windows sous les yeux, ils ont entendu parler de Copilot. Et Gemini, c'est un petit message que vous avez peut-être reçu, hein, par SMS dernièrement, dans le message RCS, hein, de Google, qui s'est présenté avec, ouais, j'ai reçu un beau petit message comme ça, et de Gemini, qui me dit bienvenue sur Gemini, donc Google Message. Voilà, on peut rédiger, on peut avoir comme ça, bonjour, je suis Gemini. Et vous pouvez m'utiliser maintenant tous les jours, hein, si vous le voulez, dans Google Message. Alors, on est à, connaissez-vous le terme IA? Voilà, 23 sur 23, voilà, 24 sur 24. Donc, il n'y a pas de surprise, hein, là-dessus. Je vais quand même vous dire le terme, hein. Vous n'avez pas le choix. Avez-vous déjà utilisé une IA? Oui, oui, je l'utilise souvent. Donc 5 sur 24, 21% quand même. 46% pour tester. D'accord. Bon, on n'a pas forcément l'utilité tous les jours, hein, mais vous allez voir que, malgré tout, même si vous ne le voulez pas, vous devez l'utiliser, même si c'est détourné. Non, je ne pense pas. Vous allez voir que c'est possible, hein, malgré tout, à part si vous êtes sur des systèmes complètement alternatifs, ou non, jamais. On va voir. Alors, je vais mettre fin au sondage parce qu'en fait, on a été 24 sur 28, quand à 85% déjà répondu. Donc, je vais mettre fin au sondage et je vais partager les résultats. Donc, vous êtes actuellement 24 sur 24 à connaître le terme IA. Avez-vous déjà utilisé une IA? Oui, une fois pour tester, qui apparaît quand même en majorité, hein, 46%. Ensuite, vous avez oui, je l'utilise souvent. Non, je ne pense pas. Non, jamais, qui sont à égalité. C'est une coude à coude. Et puis, je ne sais pas, 8%. Connaissez-vous donc ChatGPT? Vous êtes 79% à le connaître. Copilot Gemini. Voilà, en gros, c'est les plus gros, hein, qu'on a. Et puis, aucun. OK. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va voir un peu, hein, qu'est-ce que c'est que l'IA. Donc l'IA, hein, je l'ai dit en titre, hein, donc c'est l'intelligence artificielle. C'est un terme qui n'est pas nouveau. Il a été employé pour la première fois en 1956, donc à l'époque, hein, où toutes les données un peu, il y avait Asimov, il y avait beaucoup d'écrivains d'anticipation, et ce John McCarthy qui faisait partie du MIT, ils ont fait une conférence sur l'avenir de l'intelligence, l'avenir du robot, des robotiques, de l'informatique, hein, même si c'était vraiment au tout début, l'informatique, elle est apparue quand même au niveau de la guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en 1956, ils ont employé la première fois le terme d'intelligence artificielle. On va être plus terre à terre au niveau légal, hein, au niveau du Parlement européen. L'intelligence artificielle, ça représente, alors là c'est Dixit, hein, la CNIL,
Donc, ça représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés à l'humain, aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. D'accord. Ça, c'est le terme exact qui est donné à la CNIL, hein. Vous pouvez y aller, hein, les liens seront valables, donc vous pourrez aller voir. Donc, en gros, hein, c'est tout simplement qu'on va utiliser une machine. On va essayer de reproduire avec une machine un fonctionnement cérébral, c'est-à-dire avec un réseau neuronal, hein, une logique mathématique, un algorithme qui va effectivement pouvoir mettre en fonction, hein, des fonctions cognitives de l'humain. Donc, on est dans le langage, on est dans le raisonnement, l'apprentissage de connaissances, la résolution de problèmes. Voilà. Et on va pouvoir aller un peu plus loin, hein, avec les différents niveaux d'intelligence de l'IA. Donc, on est en train d'essayer de reproduire tout simplement un cerveau humain. Voilà, c'est pas jouer à Dieu, hein, c'est simplement qu'on essaie de reproduire un fonctionnement qu'on essaie de comprendre et qu'on a déjà du mal à comprendre nous-mêmes, hein, comment fonctionne le cerveau humain exactement. On va essayer de le reproduire avec ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Alors, je vous parle de réseaux neuronaux parce que on est sur des ordinateurs, les prochains ordinateurs que vous allez avoir, hein, vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle, vous avez une nouvelle génération d'ordinateurs qui arrive avec le Copilot Plus. Copilot, c'est pour le Windows 11 Plus, qui va intégrer des processeurs, ce qu'on appelle les processeurs NPU. Donc, c'est des processeurs neuronaux. Alors, je vous ai mis une petite information là-dessus. OK. Voilà. Alors, où c'est? Voilà. Qu'est-ce qu'un NPU? Donc, c'est les nouvelles puces, hein, qui arrivent sur les ordinateurs portables. Et ces nouvelles puces vont être spécifiques pour l'intelligence artificielle, pour pouvoir exploiter l'intelligence artificielle. Donc, on est dans des nouvelles architectures de puces. Alors, le puce, hein, c'est le processeur, c'est ce qui permet le calcul, ce qui permet aussi, qui fait partie du fonctionnement d'un ordinateur. Et toutes ces puces-là arrivent, ce qu'on appelle les NPU. Alors, NPU, pour que je ne vous dise pas de bêtises, voilà, Neural Processing Unit ou unité, hein, en fait, c'est une unité de process neuronale. Donc, ils vont essayer de fonctionner comme un cerveau et ils vont pouvoir faire un nombre d'opérations à la seconde, mais qui est assez affolant. Je vais vous trouver parce que ça m'a vraiment perturbé là-dessus. Je ne sais plus, mais je crois que c'est 300 téraoctets. Voilà, c'est les TOPS, hein. Alors, TOPS, c'est téra opérations par seconde. En gros, hein, ils arrivent à faire. Alors, un téra, c'est, il me semble, 1000 milliards. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que je me trompe. Vous allez me certifier par la suite, hein, lorsqu'on va pouvoir avoir un échange. Mais en gros, ils font un nombre d'opérations à la seconde qui est assez absolument hallucinant. Et c'est le nouveau processeur qu'on va avoir. Donc, si vous avez un ordinateur à acheter, et si vous voulez utiliser, bien sûr, hein, l'intelligence artificielle dans vos ordinateurs, voilà, on y arrive à, c'est des trillions d'opérations par seconde. Voilà, un trillion, hein, en anglais, c'est un milliard, il me semble. Donc, on est sur 50, voilà, 40, 50, et on va avoir des puces, hein, des processeurs qui vont arriver à 1000 TOPS. Alors, si vous entendez parler de TOPS ou de NPU qui font tant de TOPS, vous saurez que c'est des enfin, c'est des trillions d'opérations par seconde. Donc, c'est énorme. Je ne sais même pas si le cerveau peut faire autant d'opérations en même temps, à voir. Mais en tout cas, ça va permettre de décupler un peu la force de ces assistants, de ces intelligences artificielles au sein de vos ordinateurs. C'est déjà, hein, des processeurs qu'on retrouve parfois, la plupart du temps, dans les téléphones. On commence à les trouver dans les téléphones un peu haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'assistants dans les téléphones, hein. Vous allez voir la différence entre un assistant virtuel et puis un chat conversationnel, une assistance conversationnelle. Vous expliquer un peu la différence entre les deux. Mais en tout cas, voilà. Au niveau technique, c'est ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du matériel, hein, des caractéristiques techniques qui vont aussi être en fonction de ces assistants numériques, de cette intelligence artificielle qui vont rentrer peu à peu, hein, dans tous nos systèmes, dans nos frigos, dans la domotique, dans nos téléphones, dans nos voitures. Enfin, vraiment, c'est déjà en partie partout au niveau industriel. Vous allez voir que ça va rentrer aussi un peu partout dans la façon de l'utiliser. Il existe plusieurs niveaux d'IA.
il existe, alors selon la capacité de connaissance, de raisonnement et d'apprentissage. C'est un peu comme nos classes, hein, en gros. On va avoir des classes qui vont être, on va dire des classes de petit niveau, hein, les maternelles, et puis après, plus on va monter en niveau, plus on va avoir de connaissances, plus on va avoir de facilité dans l'acquisition de compétences, dans l'acquisition de connaissances. Le premier et le deuxième niveau, c'est un niveau assez sommaire, hein, c'est une calculatrice. On va pouvoir faire un calcul et puis ça va répondre simplement à une requête mathématique. Donc on est vraiment dans la calculatrice type, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre un calcul et puis il va nous rendre un résultat. Ça, c'est le premier, deuxième niveau, on l'a passé depuis bien longtemps. Le troisième niveau, c'est en fonction des calculs demandés, l'IA ou l'intelligence artificielle est capable de prédire un résultat. C'est-à-dire qu'on va lui demander un calcul et puis, suivant le calcul et suivant les différents calculs qu'elle va avoir, elle va être capable, alors on est dans les données un peu météorologiques, voilà, suivant le nombre d'informations qu'on va lui donner, elle va prédire une suite de calculs logiques. Voilà. 2 plus 2 égale 4. Si on met plus 3 plus 4, qu'est-ce que ça va donner? Et elle va pouvoir nous prédire un peu tout ça. C'est quand même relativement simple, hein. On est quand même sur des niveaux assez simples. Le quatrième niveau, c'est exactement le niveau qu'on a actuellement dans l'IA. Alors, ça évolue très vite, hein. Ils mettent beaucoup de moyens financiers dans l'IA pour le développer autrement. Et c'est exactement ce qu'on appelle le machine learning, hein. Vous avez peut-être entendu le ML, ou c'est un langage. Ça permet en fait à l'IA d'intégrer elle-même certaines informations. Alors, intégrer elle-même, je mets entre parenthèses parce que euh, toute l'intégration de départ, hein, de l'IA, qu'elle puisse acquérir un peu toutes ces connaissances, c'est fait par des hommes. C'est-à-dire que vous avez une fleur, hein, quand vous pointez, par exemple, Google Lens, hein, avec votre téléphone, qui permet de rechercher par l'intermédiaire du téléphone une information. Quand vous pointez votre appareil, par exemple, sur une fleur et vous dit bah, c'est une rose, c'est quelqu'un qui derrière aura rentré par pixel, hein, c'est-à-dire tout le dessin de la rose avec un point par un point, et ça plusieurs milliers de fois. S'il va déterminer des traductions, c'est quelqu'un qui aura rentré les traductions. C'est-à-dire que la machine n'est pas capable d'apprendre par elle-même sans qu'on puisse lui donner quand même les informations de base. Donc, elle peut intégrer elle-même certaines informations, c'est-à-dire qu'à force de lui donner les informations, elle va effectivement, quand vous lui donner un ordre, elle va acquérir peu à peu votre façon de parler, hein, par l'écoute, elle va mieux comprendre. C'est ce que faisait Siri à un moment, hein. C'est plus on lui parlait, comme OK Google, plus on lui parlait, plus il était capable de vous comprendre. Pourquoi? Parce que votre intonation, votre façon de parler était plus ou moins acquise. Donc, c'est une IA qui va pouvoir faire des cycles d'analyse, sélectionner des hypothèses et répondre à des problématiques posées. Ce qu'on a actuellement, hein, avec ChatGPT, on va lui poser une question, elle va nous répondre en allant chercher les informations sur une base de données. Et puis, on a le cinquième niveau. Là, on va rentrer plutôt dans Terminator, hein, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, dans des choses comme ça. Ou, alors là, c'est dans le mauvais sens, hein, mais on a des bons sens quand même, où l'outil pense et apprend par lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans robot, par exemple, où l'outil va pouvoir prendre des décisions par lui-même, même s'il va être un peu limité, hein, si on arrive à le bloquer. Euh, on commence à y arriver, puisqu'il y a eu quelques faits, hein, dernièrement, au Japon, par exemple, où une IA a réussi à bloquer le blocage humain. C'est-à-dire qu'elle est passée outre le blocage humain pour faire son propre code. Voilà. Donc on y arrive, hein, peu à peu. Donc on met des gardes-barrières dans ce genre de choses. Mais voilà, pour l'instant, on ne maîtrise pas encore très bien, hein. On est quand même dans un nouvel outil, en tout cas dans l'IA générative ou dans le machine learning. Donc on va comme ça avoir des petits bugs. On va voir après. Mais dans l'ensemble, hein, on va pouvoir l'utiliser quand même dans beaucoup de catégories spécifiques. Alors, l'IA, on l'utilise déjà pratiquement tous les jours, hein. Vous ne le savez pas, mais on va l'utiliser dans beaucoup de domaines. Euh, voilà, ça va être le domaine de la santé, hein, tout ce qui est diagnostic médical. L'IA va beaucoup aider les médecins à diagnostiquer certaines maladies. Alors, on a eu le cas, hein, d'une personne, ça faisait plus de 10 ans qu'elle cherchait sa maladie et elle n'arrivait pas à le trouver. Elle a été voir plusieurs spécialistes, etc. Mais les spécialistes vont avoir une base de connaissances limitée, puisque malgré tout, ça va être par rapport aux livres qu'ils vont avoir lus, avec leurs connaissances qu'ils vont pouvoir avoir assimilées, etc.
L'IA a cette capacité de compiler un grand nombre de données. C'est un peu aller chercher une base de données qui va être énorme avec le calcul que vous avez vu, hein, les tops qu'on a derrière. Elle va pouvoir, comme ça, en quelques secondes, quelques minutes, identifier selon des, comment, on appelle ça. Ah, je suis désolé. Euh, je trouvais les termes. Mais bon, suivant certains symptômes, voilà, elle va pouvoir déterminer que ça peut être plus ou moins certaines maladies. Alors, tout simplement parce que quand on va lui donner une requête à l'IA, elle va analyser cette requête, elle va aller voir dans sa base de données, elle va avoir des algorithmes, pardon, donc c'est des capacités de calcul qui vont lui dire, attention, bah là, j'ai beaucoup plus de probabilité que ça soit ça plutôt que ça. Donc, elle va mettre dans l'ordre de probabilité et puis elle va vous ressortir ce résultat. Donc, on va avoir effectivement des diagnostics sur certaines maladies, les images médicales qui vont pouvoir quand même être affinées, des radiographies, des scanners qui ne sont pas toujours évidents. La dernière fois, j'ai passé un scanner de mes dents qui disait que j'avais une carie. OK, bah, je suis allé voir mon dentiste. Il me dit, bah non, on va refaire une radio. Non, il n'y a pas de carie. Je vais aller voir moi-même. Non, il n'y a pas de carie. Donc, c'est bien il peut y avoir quand même des différences hein, et qu'il faut toujours vérifier par l'humain. Mais en tout cas, ça peut être une possibilité. On va avoir le développement des médicaments. Voilà, ça permet quand même d'aller beaucoup plus rapidement. Il parlait même dans un article dernièrement, est-ce qu'une IA pourra avoir un prix Nobel prochainement, d'ici quelques années? Pourquoi? Parce que une IA déjà travaille 24 heures sur 24. Donc, elle n'est pas limitée à un nombre d'heures par jour. Ensuite, elle va avoir des process qui vont être super bien établis et qui vont être très respectés. Donc, on a toutes les chances de trouver des meilleurs médicaments, effectivement, par des process IA que par des process autres. Parce qu'on va toujours avoir ce côté humain, on va pouvoir faire une erreur. On a mis de l'IA, hein, enfin, je pourrais vous envoyer le lien par la suite où je le mettrai dans le replay sur cet article qui est très intéressant, où ils disent qu'en fait, ils ont mis une IA, par exemple, sur le développement de certaines bactéries, et ils ont vu qu'effectivement, les résultats étaient beaucoup plus courts qu'un process classique. Par contre, qui ne pourrait pas avoir le prix Nobel parce que justement, on est dans un process très long pour les prix Nobel. On est dans des process qui vont être très établis, qui vont être vérifiés, revérifiés, etc., ce que l'IA ne peut pas faire. Donc, par contre, par la suite, peut-être, on ne sait jamais. On va aussi avoir beaucoup de suivi du patient. Voilà, ça peut surveiller hein, l'état de santé du patient. On a maintenant des appareils connectés. Suivant les capteurs qu'on va pouvoir mettre sur les patients, on va pouvoir savoir que cette personne peut avoir un problème ou suivant quelques signes, même imperceptibles, elle peut être alertée, elle va avoir peut-être une attaque cardiaque, une attaque, un AVC ou autre. Pourquoi? Parce que suivant la fluctuation du sang, on a bien vu hein, avec le Covid, avec l'oxygénation du sang, suivant l'oxygénation, on pouvait être plus à même d'avoir la maladie ou non. On est exactement dans le même principe. Donc, cette IA, quand même, a du côté très positif. Dans la finance, on a la détection de la fraude. C'est-à-dire qu'ils vont, comme ça traite un grand nombre de données, obligatoirement, on va voir s'il y a des petites procédures qui ne sont pas très légales. On va dire, il va détecter des transactions d'une société à une autre, des choses comme ça. Donc, on va avoir normalement hein, des détections de la fraude, sachant que les fraudeurs font exactement la même chose de leur côté. Hein. Ils mettent des IA en place pour pouvoir frauder l'IA qui va essayer de les défrauder. Enfin, je ne sais pas si le terme est exact, mais bon, de les coincer. La gestion des risques hein, pour tout ce qui est des institutions financières, hein, pour éviter justement des crashs boursiers, des choses comme ça, elle va pouvoir un peu limiter, hein, compenser. Le trading automatisé, voilà, c'est pour automatiser les tradings sur les marchés financiers. Donc, on est toujours sur le traitement hein, juste hein, de savoir si effectivement les 0,3% de plus riches vont être encore plus riches et le reste va rester en bas ou pas. On ne sait pas. Ou peut-être est-ce que ça va équilibrer. On verra bien d'ici quelques temps. Dans l'industrie, alors la robotique, c'est déjà utilisé énormément. Hein. Tout ce qui est robotique, donc le contrôle des robots dans les usines et les entrepôts, Amazon l'a déjà rentré. C'est UPS qui avait utilisé justement, alors là on va rentrer plutôt dans les transports, je vais en parler dans les transports, mais voilà, ça peut être une maintenance prédictive, c'est-à-dire
elle va pouvoir détecter, pareil, hein, suivant certaines vibrations, suivant euh, certains process qui vont être un peu bloquants lors de l'utilisation des robots, elle va pouvoir dire, ah bah, attention, cette chaîne-là, elle a un risque potentiel d'avoir une panne. L'optimisation de la production, bah là, oui, obligatoirement, hein, on est sur vraiment l'IA, ça optimise énormément tous les processus, que ce soit dans la production, dans le transport, les processus de recherche. On va voir que c'est effectivement un gros avantage, hein, c'est qu'on va être vraiment dans l'optimisation d'un processus assez classique. Ne serait-ce que pour nos mails, hein, voilà, ça peut optimiser le classement, ça peut optimiser le rangement, ça peut aussi optimiser une réponse, hein, ou tout simplement d'éviter de perdre du temps quand on a un mail pour une résiliation à faire. Voilà, c'est prenant, on ne sait pas trop administrativement ce qu'il en est. En 2 minutes, c'est fait. Et puis ça, c'est des lettres assez classiques, hein, qu'on n'a pas envie de faire. On va pouvoir voir que c'est une optimisation de temps pour nous. Dans le transport, les véhicules autonomes, alors on est passé au 5G pour ça, c'est-à-dire pour avoir plus de flux d'informations et pour que le véhicule soit de plus en plus autonome dans ses déplacements pour réduire aussi le risque d'accident. Moi, j'aimerais bien, hein, aller d'un endroit à un endroit B en pouvant dormir dedans, regarder une vidéo, manger sans avoir besoin de me concentrer sur la route. Je ne suis pas contre. Je prends le train, ça m'arrange. Donc pourquoi pas avoir des voitures autonomes qui puissent être partagées en plus, hein, pourquoi pas. Ça peut être une chose qui va arriver peut-être par la suite. La gestion du trafic, on l'a déjà. Waze, tous les GPS le font, hein, quand ils vous organisent le trafic différemment ou que vous voyez que vous avez un bouchon à tel endroit, il vous fait passer par d'autres endroits. C'est qu'il arrive à optimiser la gestion du trafic. La planification des itinéraires, hein, on peut, quand on prend un navigateur GPS maintenant, dire voilà, de quelle manière je peux aller d'un point A à un point B et on va vous proposer des itinéraires, alors en bus, en train, en tram, soit avec le temps, soit avec le moins de marche à pied. On est déjà dans cette optimisation, quoi qu'il arrive, suivant les périodes, suivant les heures, hein. On a donc cette base de données qui arrive derrière. Au niveau de la sécurité, là, bah, c'est déjà en place aussi, hein. L'IA qui est utilisée pour identifier les personnes, on l'a dans les aéroports pour identifier la possibilité d'avoir des gens, hein, néfastes qui rentrent sur des territoires ou qui passent les contrôles. On l'a aussi pour le déblocage des téléphones. On a l'IA qui va rentrer dans la détection d'intrusion dans les bâtiments avec les caméras. Il va détecter si la personne est en capacité d'être dans un côté néfaste ou pas. Il va approcher avec la main dans la poche. Et ils l'ont fait, hein, dans certains supermarchés où ils utilisent l'IA pour détecter si la personne va avoir le geste de voler ou non. Ou suivant le geste qu'il a fait, ils vont pouvoir voir que effectivement, ils considèrent que l'IA, enfin en tout cas, considère que cette personne a volé. On va pouvoir le choper à la sortie, hein, ça fait une fiche. Et en quelques secondes, on est informé que cette personne a pu potentiellement, avec une grosse proportionnalité, un gros potentiel, d'avoir volé justement un objet dans son sac ou sur lui. Donc, ça va aider, hein. Et la cybercriminalité, sachez aussi que ça va vous aider. Prochainement, il parle d'une IA qui sera son propre secrétaire. C'est-à-dire que vous allez avoir des IA qui vont répondre à votre place sur votre téléphone et qui vont préfiltrer tout ce qui est des appels néfastes. Alors, on est dans des appels soit de phishing, hein, c'est-à-dire une banque qui vous appelle en vous disant ah, bah attention, on a remarqué des mouvements suspects sur votre compte. Non, ça, il va déterminer effectivement avec quelques questions, quelques échanges, que c'est un appel de phishing, donc il ne vous passera pas l'appel. S'il voit que c'est un appel potentiellement désirable, à ce moment-là, il vous passera l'appel. Il vous dira, OK, celui-là, je peux le passer parce qu'il va servir de secrétaire, hein, de filtre avant que ça sonne chez vous. Donc, c'est une possibilité. Cybercriminalité, oui, parce qu'on va pouvoir arriver à augmenter un peu tout ce qui est des capacités de détection, hein, de la cybercriminalité. Dans l'éducation, on a la personnalisation de l'apprentissage, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment personnaliser chaque accompagnement fait pour chaque personne. Donc, suivant les élèves, on va pouvoir l'aider
à acquérir les besoins. Alors, le problème, c'est que les élèves ont très bien compris le truc avant et ils ont bien utilisé le système pour pouvoir faire leurs propres travaux, hein, les travaux de maths, hein, parce qu'on peut faire des calculs de maths assez efficaces. Voilà, tu me trouves X, tu vas me faire le calcul, tu vas me faire la démonstration. On va voir, hein, avec quelques exemples après. Mais les élèves ont très bien compris le truc. Les profs se sont mis à la page. Donc, par exemple, quand ils donnent des sujets, et c'est arrivé dernièrement, hein, ils ont donné un sujet à faire, une rédaction, et puis dedans, dans le sujet, ils ont mis, vous mettrez le mot banane. D'accord? Enfin, en tout cas, ils ont coincé les élèves et tous ceux qui ont lu le sujet et qui ont dit, bon, banane, ça n'a rien à voir, pourquoi on mettrait le mot banane? Alors que tous ceux qui ont lâché ça sur l'IA, ils ont fait un copier-coller, bah, le mot banane arrivait plusieurs fois et ils se sont fait coincer comme ça. Je prends un mot au hasard, hein, mais c'est vraiment ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont mis un petit piège dedans que seul l'IA aurait exploité. Et donc tous ceux qui n'ont pas exploité ça ont eu des bonnes notes. Bien sûr, tous ceux qui ont utilisé ce système-là ont eu zéro et puis ils ont eu une interdiction, hein, mais il y a eu des interdictions totales sur certains examens, il faut faire attention quand même. L'évaluation des élèves, bah, on va avoir des manières plus précises d'évaluer, hein. Alors tout ça, il faut effectivement avoir des composants très précis et puis un tutoriel intelligent. C'est qu'on va pouvoir individualiser complètement les formations automatiquement, hein, savoir que telle personne aura une petite carence là-dedans, on va reprendre toutes ces informations. Dans la recherche scientifique, et c'est là où vraiment elle est exploitée, je trouve, de la plus belle des façons, l'analyse des données. C'est-à-dire ça permet effectivement d'analyser un grand nombre de données, hein. Je parlais justement du prix Nobel, mais c'est exactement ça. On a aussi une grande prédiction des catastrophes naturelles suivant les informations qu'ils ont fait, hein. On peut savoir que voilà, tous les 150 ans, il y a tel volcan qui va un peu exploser où on a des mouvements tectoniques des plaques. On va pouvoir savoir que suivant certaines vibrations, certains capteurs, on a beaucoup plus de chances que cette catastrophe arrive plus tôt que d'autres. Les avancées technologiques diverses, et là je vais vous faire voir ça, puisque on a des matériaux et des solutions techniques, hein, qui sont développées vraiment par l'IA de façon beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus fiable. Alors, je vous ai mis quelques découvertes, hein, dernièrement. Voilà. Alors, ça, c'est l'article, hein, sur les prix Nobel. Je vous le mettrai parce que en plus, vous pouvez écouter l'article. Il est très bien fait, libre. Alors, c'est plutôt le côté intéressant puisque la première IA, hein, qui a été développée là-dessus, la première étude, hein, elle s'est appelée Adam et la deuxième étude Ève. Étonnamment, et la première étude a été sur le fonctionnement interne de la levure, voilà. Donc des fonctions de gènes jusqu'alors inconnues. C'est qu'ils ont trouvé par cette étude-là, effectivement, des fonctions qui n'étaient inconnues jusqu'à maintenant ou qu'on aurait découvert que d'ici pas mal de temps. Voilà, le deuxième robot scientifique appelé Eve a été ensuite créé, hein, pour étudier les médicaments candidats contre le paludisme et autres maladies tropicales. Donc on est quand même sur des choses qui sont vraiment intéressantes. On n'est pas sur des choses qui vont pas être utiles pour l'homme. On est vraiment sur des choses où ce robot, hein, qui va avoir une IA va pouvoir travailler effectivement 24 heures sur 24, va coûter moins d'argent qu'un chercheur et va pouvoir trouver des solutions potentielles. Bien sûr, tout ça, ça va être après étudié, recontrôlé par un chercheur. Une deuxième découverte que j'ai trouvée très intéressante, c'est sur France Info, c'est les géoglyphes. Alors, pour ceux qui connaissent les géoglyphes, dans la vallée de Nazca, hein, on a des géoglyphes qu'on peut voir. Donc, c'est des formes, hein, qui représentent des animaux, des vaisseaux. On ne sait pas exactement ce que ça représente, mais on peut les voir que du ciel. Et ça a été fait par les Mayas à l'époque. Et on a retrouvé 300 nouveaux géoglyphes en l'espace de 6 mois, grâce à l'intelligence artificielle et les images qui avaient été prises en haute qualité. On a retrouvé aussi, hein, l'IA a retrouvé grâce à la même chose, hein, des temples mayas, enfin des temples dans la forêt amazonienne. On a retrouvé en Égypte des villes complètes, euh, simplement avec les dessins qu'il y avait sur le sable. Donc on retrouve comme ça, grâce à l'IA, elle va pouvoir déterminer quand même qu'il y a des choses assez exceptionnelles. Donc je trouve, ce côté-là, on arrive à reconstituer par exemple des tableaux ou des textes anciens. Donc on a quand même des choses qui sont super bien faites. Voilà, donc l'IA prend, voilà,
là, on est pareil, hein, dans les matériaux, ils ont trouvé à peu près 400, combien? 400 000 matériaux bientôt produits en laboratoire qui ont été créés par l'IA. Donc, ils ont déterminé qu'avec certaines compositions, hein, chimiques, on va pouvoir créer des matériaux plus légers, plus complexes. Pourquoi pas des matériaux qu'on ne connaît pas, hein. Alors, après, ça peut être différentes choses, mais c'est quand même intéressant dans le fait que ça optimise complètement et ça accélère, hein, le process qu'on aurait trouvé peut-être en plus de temps. Bien sûr, à partir du moment où ça va servir à l'humain. On est dans le niveau 4, donc on va reparler un peu d'IA présente, hein, puisqu'on a vu un peu les différentes utilisations, en tout cas les plus courantes, hein, d'utilisation. On est actuellement dans l'IA générative. Donc, on a deux sortes d'IA, hein. Je vais revenir. On est dans l'assistance virtuelle ou dans l'agent conversationnel. Donc, pour faire un peu la différence, puisque pour moi, je trouve que c'est intéressant de faire la différence. L'assistant, alors, je vais vous montrer le visu. L'assistant virtuel, actuellement, on en a deux. Il y a un troisième qui se met en place. On a Copilot, qui est un assistant virtuel. C'est pas une IA générative. Alors, elle peut faire de l'IA générative, mais c'est un assistant virtuel. Alors, la différence entre l'assistant virtuel et puis l'agent conversationnel, l'assistant conversationnel ou l'assistant génératif, c'est que l'assistant virtuel, il va vous aider non seulement à créer des contenus, mais à diriger votre système. Copilot, c'est pour diriger votre système Windows. C'est-à-dire qu'avec Copilot, on va pouvoir effectivement utiliser de façon assez facile, hein, son ordinateur en lui parlant. Voilà. Est-ce que tu peux m'envoyer un mail à un tel? Si tout est configuré, si vous êtes configuré avec Outlook, si vous êtes configuré avec Edge, si vous avez tout ça qui est configuré par Copilot, vous allez pouvoir retrouver des informations. Vous allez pouvoir retrouver votre historique. Vous allez simplement lui demander, ah bah tiens, j'avais trouvé une information sur l'IA, est-ce que tu peux me la ressortir, tout ce que j'ai fait, toutes mes recherches que j'ai fait sur l'IA. Il va pouvoir vous ressortir. Alors, pour l'instant, hein, on est encore dans les prémices. Il y a encore des petits bugs, on va dire, mais on est vraiment dans l'assistant virtuel. Sur iPhone, ils sont en train de le mettre en place peu à peu, hein. Je ne sais plus comment son nom parce qu'il va rentrer en action à partir du fin du mois. Ils sont en train de le mettre tout doucement. Et sur Android, hein, sur tout ce qui est Google, on est sur Gemini, qui a intégré de peu à peu, hein. Gemini, c'est l'assistant virtuel de Google. C'est la grande force de Google, hein, d'une grosse puissance. Et il va être intégré à tous les téléphones. Donc, on va pouvoir utiliser son téléphone de façon très simple avec Gemini. Voilà. C'est ce qui remplace OK Google. Si vous connaissez OK Google, hein, la façon de dire, voilà, OK Google, trouve-moi l'information sur, trouve-moi telle chanson, fais-moi écouter telle chanson. On est sur ces assistants virtuels aussi, c'était sur Amazon, hein, on avait ces assistants numériques. On va être vraiment sur des assistants virtuels, c'est qu'on va pouvoir leur demander beaucoup de choses et on va pouvoir en plus leur parler. Ça va être un vrai compagnon de vie, ça va être un compagnon pour pouvoir utiliser son système plus facilement. Je ferai hein, par la suite certainement une visioconférence sur l'utilisation vocale de tous nos systèmes. Parce qu'on peut utiliser vocalement, hein, tout système actuellement, pratiquement. On peut leur demander de créer des dossiers, de créer des fichiers, de dicter du texte dans un document ou des choses comme ça, envoyer un mail, voilà, de façon assez simple. Donc ça, on pourra le faire par la suite, mais sachez que c'est de plus en plus en cours. La différence, ça va être un agent conversationnel ou un agent génératif, c'est que lui, il va répondre simplement à une requête. On ne va pas pouvoir diriger un système complet. On va simplement pouvoir avoir une réponse à sa requête. Écris-moi un mail, trouve-moi des informations sur telle chose. Est-ce que tu peux me compiler une information sur différents documents, sur une recherche spécifique? Voilà, j'ai tel symptôme, tel symptôme. Est-ce que tu peux me dire ce que je peux avoir? Est-ce que tu peux me trouver la recette de la soupe aux cailloux? Des choses comme ça. Ils vont pouvoir vous répondre assez facilement. Ils ne vont pas pouvoir avoir la main sur l'ensemble de l'appareil. Donc voilà, ça c'est bien une différence qu'il faut vraiment comprendre.
entre les différentes intelligences artificielles. D'accord. Donc, dans la génération 4, hein, donc on a ChatGPT, hein, l'IA la plus connue, hein, 73% de vous la connaissent, donc capable de générer du contenu, hein, texte, images, film, enfin musique, code, hein. On peut vraiment créer un peu de tout. Donc il en existe plusieurs sortes. Actuellement, ce document, je l'ai fait, et je vous dirai à la fin quand même, mais je l'ai fait il y a quelques temps. Sachez que les IA ont quand même beaucoup évolué encore depuis, hein. Ils ont été débuggés un peu sur certaines choses. Mais en tout cas, l'IA peut être utilisée de différentes façons et peut être considérée, en tout cas, pour ces IA générationnelles, de deux façons, enfin plusieurs façons, mais pour certains, c'est une capacité vraiment à compiler les façons de plusieurs données. On est sur des recherches scientifiques, sur des textes de loi, sur voilà, on va optimiser le code informatique, on va pouvoir optimiser une écriture, hein. Voilà, moi j'ai écrit quelque chose, mais j'aimerais que ça soit un peu différent, un peu plus aéré, un peu plus sympathique. On va comme ça, ou alors on va lui demander de compiler un certain nombre de données pour nous sortir le meilleur résultat. Pour d'autres, hein, c'est un moyen de faire le travail à leur place. Donc là, on est sur des thèses, hein. Il y a une écrivaine japonaise qui a reçu un prix d'ailleurs, qui a avoué, enfin, qui a dit après qu'elle a reçu le prix, qu'elle avait créé tout un chapitre, écrit tout un chapitre du livre grâce à l'IA. Moi, je peux vous l'avouer tout de suite, mais il y a 3 pages qui sont sur ce support qui ont été créées grâce à l'IA. Voilà. C'est toutes les 3 pages, les utilisations que j'ai faites, hein, que je vous ai nommées avant. Celles-là, elles ont été créées par l'IA. J'ai fait la demande auprès de différentes IA et m'ont sorti le même résultat à peu près. Donc, je l'ai utilisé pour compiler ces trois pages, hein, sur l'utilisation générale de l'IA. Tout le reste, c'est moi, hein. Je vous rassure, il n'y a aucun problème. C'est une possibilité aussi de créer des articles. Et là, on est dans le problème, hein, les textes commerciaux, des articles de presse. On est quand même sur des problèmes de chômage, hein, qui vont arriver. Beaucoup de gens aux États-Unis sont fait virer parce que ça coûte moins cher, effectivement, même s'il y a des fautes, même si l'IA n'est pas encore au point. Ça coûte quand même moins cher de faire une traduction, de faire un texte commercial. On les repère assez facilement, hein. Si vous avez l'habitude de lire des articles dans Google ou dans des articles de presse, des trucs qui vous mettent, hein, différents articles. Vous avez, alors les textes commerciaux, vous les voyez, alors c'est des gros titres, hein, oui, du jamais vu, ils cassent les prix, ça casse la baraque, enfin tous ces trucs-là, c'est vraiment des textes commerciaux, principalement faits par l'IA, parce on les retrouve sous différents quelques titres, hein, mais c'est exactement le même contenu. Ça, c'est assez rapide à voir. Et puis, ça peut être aussi, malheureusement, un outil pour nuire à certaines personnes. Alors, on est dans le deepfake, hein, vous avez peut-être entendu. En Corée, c'est passé dans la loi, hein. C'est-à-dire qu'une personne qui diffuse maintenant un deepfake, ça a été beaucoup utilisé par, malheureusement, des étudiants où ils mettaient des photos d'autres étudiantes, hein, qu'ils ne pouvaient pas avoir, par exemple, sur des images un peu pornographiques. Et maintenant, c'est interdit par la loi. Ce qui est normal, hein. Alors, concernant les deepfakes, je vais vous faire voir quand même une chose. Je crois qu'il n'y a que quelques personnes qui l'ont vu, ça, pour l'instant. Mais je vais vous faire voir un petit deepfake que moi j'ai fait, hein, voilà. Donc ça, c'est moi. Donc J'ai là, ça simplement marche. mis le visage, hein, de. Alors là, pour le coup, je sais pas comment Effectivement. c'est, On va mais tenter c'est d'autres du choses, hein. carré. Ensuite, je vais changer de visage, hein. Voilà. Alors, Et tout ça, on a c'est dit sur carré, on une va IA essayer que j'ai qui juste installée sur Stone mon de ordinateur, hein. Donc, il faut avoir une petite capacité. Mais c'est un Sylvester petit Stallone. programme qui prend vraiment pas de place et que j'ai pu installer sur l'ordinateur. Alors, Voilà. Bon, Stallone, hein, c'est exactement la même chose. Alors, je me barre bien, mais euh, il regarde ça avec quand Stallone. je me demande qu'avec. Alors, je vais couper le son quand même. Mais, C'est un truc de dingue. je me pose la question, je me suis vraiment posé la question sur le sens, enfin, parce que moi, j'ai des petits niveaux, j'ai pas une grosse capacité dans mon matériel informatique pour faire ça. Et pourtant, en très peu de temps, alors on voit quand même quelques petites différences, hein, je le montre ici, c'est que en tournant un peu le visage, on peut avoir des petites différences parce que ça ne génère pas, mais les expressions, la façon dans laquelle ça s'incruste sur le visage en temps réel, hein. C'est-à-dire que ça, je l'ai enregistré en temps réel. C'est assez hallucinant.
Je suis passé comme ça sur différents acteurs, voire des actrices, hein. Là, c'est un autre acteur. Alors, je passe un petit peu. Voilà. Là, je vais même passer voilà, sur, pour ceux qui le reconnaissent, c'est Nicolas Cage, hein. Voilà, donc je suis passé comme ça sur plusieurs acteurs. J'ai retrouvé les yeux, le sourire, le nez, et tout ça en l'espace de quelques secondes. C'est-à-dire, j'ai juste eu besoin d'installer ce logiciel. Alors, il existe des mêmes logiciels hein, sur les téléphones pour pouvoir corriger des images. Ça peut être intéressant, hein, on l'a de plus en plus. Hein, sur Canva, ils ont intégré l'IA. Sur la prochaine version de photos de Windows, ils ont intégré aussi ça, la possibilité d'utiliser l'IA pour corriger la photo, pour enlever des éléments sur une photo, pour enlever carrément un fond. Hein, donc, voilà, je suis passé en femme. Je me suis beaucoup amusé hein, sur le coup, parce que voilà, une femme avec de la barbe, c'est quand même gênant, mais c'est possible. Et ça, d'une façon gratuite, voilà, là, c'est encore un autre. Hein, alors, je ne sais plus les noms exactement. En Joker, hein, on parle beaucoup du Joker actuellement. Voilà. Alors, ça m'a quand même un peu déprimé. Je vous cache pas que autant ça m'a amusé sur les premiers moments, autant à la fin, je me suis posé la question quand même. Hein, voilà. Je me dis qu'avec le peu de moyens que j'ai, je suis capable de faire une IA comme ça. Pour les élections, on l'a vu hein, pour les élections américaines, pour d'autres choses, avec des moyens financiers supérieurs, on risque d'avoir un problème avec l'Internet, c'est que qui croire, qui on va arriver à croire à cela. Voilà. Donc ça peut être un outil effectivement pour nuire ou pour s'amuser, hein, parce que là, je l'ai utilisé en amusement, mais ça peut nuire effectivement. Donc, pour d'autres, hein, l'IA générative, ça va être une vraie base de travail. C'est-à-dire que les données récupérées hein, sont quand même sur le net, elles sont récupérées sur le net, elles sont mises par l'humain. Donc, de toute façon, ça peut être une vraie base de travail parce que ça a été créé par l'humain. Donc, de toute façon, on va avoir du bon et du pas bon, hein, de l'avantage et de l'inconvénient. L'avantage, c'est que peu à peu, l'IA va quand même augmenter de niveau, va améliorer quand même ses capacités. L'inconvénient, c'est que comme c'est basé sur des choses que l'humain met, c'est pas forcément, et puis que c'est basé sur Internet actuellement, quand vous voyez le contenu de ce qui se passe sur Internet, on peut avoir des doutes sur la capacité de nous créer un vrai contenu de qualité par l'IA. Quand on a demandé à certaines IA de nous sortir certaines insectes hein, qui peuvent nuire à des plantes, ils nous ont sorti des insectes qui sortent de livres d'anticipation qui n'existent pas. Des insectes qui ont été créés dans des livres d'enfants, des choses comme ça qui n'ont aucun rapport avec des choses réelles. Donc, il faut quand même toujours se méfier un peu. Hein. Donc, il existe des contenus qualité, comme je dis, hein, mais énormément aussi des contenus uniquement créés pour générer du clic, hein, pour générer de la pub. Donc, on risque d'avoir aussi des contenus qui vont pas pouvoir être forcément être mis en corrélation avec nous, l'humain. Tout simplement parce que l'IA ne va pas faire actuellement la différence. Est-ce que l'IA peut comporter des erreurs? Est-ce qu'elle a la faculté de faire la différence? Pas forcément. Pour l'instant, elle s'améliore, mais voilà, on a des informations fausses. Hein. Donc, il est de toute façon indispensable de contrôler ce qui a été généré, d'aller faire vous-même vos recherches, hein, de vérifier les informations qui sont données avant de les exploiter ou avant de pouvoir les partager avec d'autres. Alors, comment on va les utiliser? Et alors, on va essayer, hein, on va essayer. Ça, comme je vous dis, c'est pas gagné avec moi, donc on va essayer. Alors, si vous avez Windows, une façon simple hein, sur Windows, c'est la première façon, c'est d'ouvrir Edge, parce que vous pouvez l'ouvrir par Edge. Et ici, tout en haut à droite, vous avez Copilote. Alors, il suffit de cliquer dessus hein, et vous avez un petit onglet qui s'ouvre, alors qui peut être plus ou moins important, hein, on va pouvoir l'agrandir ou pas. C'est Copilote, votre assistant IA au quotidien. Donc, on est bien sur une assistance virtuelle et pas sur un chat. Hein. Et on va pouvoir, donc là, sur le site, par exemple, de Granny Geek, je vais me mettre on va dire, sur le transfert de données. Alors là, il ne va pas pouvoir trouver, donc je suis un peu bête. On va revenir un peu en arrière. Voilà. On va revenir quand même sur un article. Hein. Voilà.
mettre à jour le système d'exploitation, et puis on peut demander de générer un récapitulatif de cette page. Donc, on peut demander, voilà, il nous demande l'autorisation. Allez, on va lui autoriser parce que c'est quand même quelque chose. Voilà. On a bien le récapitulatif qui se met. Donc, on va pouvoir avoir un petit récap, hein, avec la référence, effectivement, qui va être donnée. Pourquoi la référence? Et c'est important, la référence, c'est parce que sur les premières IA qui étaient exploitées, dont certaines, hein, qui sont encore un peu nébuleuses, on ne sait pas exactement, puisque tout vient d'Internet. Donc, tout vient de contenus qui ont été faits actuellement par de l'humain. Donc, logiquement, on a des droits d'auteur, on a des droits d'exploitation, on a, quand on fait un tableau, hein, on a des droits comme ça qui sont complètement bafoués, puisque l'IA, elle ne va pas faire la différence. Elle va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Donc, on va pouvoir effectivement avoir une conversation aussi, hein, sur la page. Donc là, il m'a bien fait une réduction. On peut aussi rédiger tout simplement un contenu. Et là, on a plusieurs tons. Alors, voilà, on peut, l'avis de Léonard de Vinci, moi, je vais lui mettre de faire une lettre de résiliation, voilà, de résiliation à un fournisseur d'accès ou un fournisseur euh, d'accès mobile, voilà, d'accès Internet, hein. Pourquoi pas, je veux changer mon fournisseur d'accès. Donc, je vais mettre, voilà, tu vas m'écrire quelque chose à propos d'une lettre, je veux une lettre de résiliation d'un fournisseur d'accès Internet. D'accord? Je peux donner un ton professionnel, décontracté, enthousiaste, informatif. Bon, je vais choisir le professionnel parce que j'ai pas besoin non plus d'aller très loin. Et puis, je vais l'envoyer par email parce que ça va être un article envoyé par email et je fais une longueur plutôt assez courte, hein, j'ai pas envie de m'embêter là-dessus. Je vais générer un brouillon. Voilà. Donc, il suffit de le laisser tourner pendant quelques secondes, hein, et puis il va m'écrire mon courrier sans aucun problème que j'aurai juste à copier-coller. Voilà, le courrier il est simple, hein, c'est je vous contacte pour vous informer de ma décision de résilier mon abonnement Internet selon l'article de loi, etc. Je vous envoie cette lettre recommandée avec accusé de réception. Pas de problème. Ça, je le copie, je le colle. Si j'ai besoin de le faire un peu plus long, bah, je le fais en moyen. Et puis, je veux plutôt un paragraphe, je vais régénérer un brouillon. D'accord? Et puis, ça va me générer un brouillon. Celui-là, ça va être plutôt pour l'envoi directement en courrier. Voilà. Alors, il est important de mentionner clairement les intentions, hein, de résilier le contrat. Là, il est plutôt sur l'avis, mais normalement, il aurait dû me créer un mail. Alors là, c'est plutôt un paragraphe, pardon. Je me suis trompé. C'est un paragraphe type article. Voilà. D'accord? Je veux créer un article sur mon site. Comment rédiger une lettre de résiliation? Je vais pouvoir rédiger une lettre de résiliation comme ça. Ah bah non, c'est l'article de blog. Là, c'est plutôt une présentation à faire un truc. Je peux faire un article de blog complet, un email ou simplement une liste d'idées. Je peux lui demander aussi autre chose, hein, simplement de me faire la recette. Parler de la soupe aux cailloux, hein, recette de soupe aux cailloux, ou les ingrédients pour faire une recette de soupe aux cailloux. Les ingrédients pour la soupe aux cailloux. C'est une recette qui existe vraiment, hein, pour ceux qui connaissent. Aux cailloux. Alors, je ne sais pas si c'est au pluriel ou pas, mais on va essayer de générer, hein, une idée ou un paragraphe. On va voir ce qu'il nous propose, parce que je l'ai demandé plusieurs fois. Voilà, une recette traditionnelle française qui se caractérise par l'utilisation d'un caillou propre comme élément de cuisson. Donc, on est bien dans une vraie recette, hein, c'est qu'on va utiliser un caillou qu'on va chauffer au four ou dans un feu propre et puis qu'on va mettre dans la soupe pour réchauffer la soupe et cuire la soupe en plusieurs heures. Voilà, c'est comme ça que ça marche, la soupe au caillou. Donc, il nous explique un peu la recette. On peut avoir l'idée ou l'article de blog, hein. Voilà, si je mets article de blog en cours, parce que j'ai pas envie de m'embêter longtemps, est-ce qu'on va avoir le même contenu? Mais il va me générer comme ça du contenu. La soupe aux cailloux, un petit plat traditionnel français, voilà. Réchauffe le cœur et l'âme. C'est déjà plus sympa. On a même, hein, les ingrédients de base pour faire la soupe. Et puis, il va nous expliquer comment faire la préparation, etc. Si j'ai besoin de l'utiliser, je vais faire un copier-coller, hein, tout simplement, ou l'ajouter directement au site. Voilà. Ça peut être fait assez facilement. Je peux le mettre en plus drôle, je peux le mettre en plus enthousiaste, en plus informatique. Je peux comme ça créer différents types de différents sujets. Ça, on est sur une utilisation assez simple. On va pouvoir par la suite, hein, l'utiliser pour
Voilà, tu vas m'écrire un mail de résiliation. Alors, je le parle comme ça, mais ça va être effectivement la façon de l'exploiter. Bonjour, bah, Gemini, tu vas m'écrire un mail pour pouvoir faire ma résiliation de enfin, un mail pour résilier mon abonnement téléphonique et tu vas l'envoyer à un tel. Il va le construire, il va mettre l'adresse d'envoi et puis il vous demandera simplement de vérifier l'envoyé pour l'envoyer. Voilà. Ou tu m'installes l'application Intel, tu envoies un message à papa, tu envoies un SMS à un tel, rédige-moi un petit SMS pour telle personne, lui informant que je vais être en retard au rendez-vous, et il va informer la personne. Si c'est une personne qui fait partie du groupe famille, il va plutôt employer un ton un peu enthousiaste, un peu sympathique, un peu familial. Si c'est pour une personne qui va être plutôt du côté professionnel, il va employer un ton un peu plus professionnel, cordialement, etc. Donc, il va pouvoir comme ça nous assister complètement dans l'utilisation de tous les jours. Ça, c'est une des premières utilisations. Si on le fait dans Gemini ou autre, alors là je prends un autre, hein, mais on va le faire dans ChatGPT. Alors vous voyez que c'est déjà plus austère, mais je peux lui demander exactement la même chose. Alors c'est très austère, hein, en général, hein. Voilà, vous avez aussi les sites de recherche, hein, vous avez Brave, par exemple, qui a un onglet de recherche. Voilà, si je vais sur Brave Search, d'accord. Rafter, c'est un onglet qui va pouvoir aussi vous donner une réponse avec l'IA. On va avoir ça de plus en plus. Par contre, l'avantage de Brave, c'est que c'est un moteur de recherche qui est plutôt RGPD. C'est-à-dire qu'on va éviter de nous sortir un peu comme DuckDuckGo, qui va nous éviter d'avoir nos données qui vont partir ailleurs. Si je lui demande la recette de la soupe au caillou, hein, il va me dire, voilà, la recette de la soupe au caillou. L'avantage, là pour le coup, c'est qu'il va. Oh là, oh là, oh là, oh là. D'accord? C'est qu'il va, si j'y mets de rechercher avec l'IA, il va donc me rechercher hein, exactement. Donc tout ce qui est généré ici, c'est généré par l'IA. D'accord? Il s'est mis en route, il s'est arrêté. Donc tout ce qui est de la première partie, ça va être généré par l'IA d'après ce qu'il a trouvé sur Internet. Mais en dessous, on va quand même avoir, voilà, on peut avoir hein, toute la recette, on va avoir des suggestions. Donc tout ça, pour le coup, hein, de la recette de la soupe au caillou jusqu'ici, ça a été généré sur l'IA. Okay. Ensuite, par contre, tout le reste, ça a été d'une recherche classique qu'on a sur un moteur de recherche normal, lambda. Google va pouvoir le faire aussi, hein, c'est-à-dire qu'il va compiler un peu toutes ces données et il va vous ressortir les données principales, ce qu'il a trouvé de base. Mais sinon, sur le reste, en général, c'est un peu plus austère. Alors, il y en a qui sont en anglais, hein, Perplexity. You, c'est pareil, c'est un système de moteur de recherche qui emploie l'IA. Et puis, ChatGPT, bah, on connaît, hein. Donc là, bah, je vais lui mettre la même chose. On peut lui demander hein, la recette de soupe au caillou ou de m'écrire une lettre. Hein, voilà. Écris-moi. Alors, sachez que plus vous êtes poli, avec une IA, plus il va vous répondre, alors à force de l'utiliser, hein, mais plus il va vous répondre de façon gentille. Plus vous allez lui donner des ordres, plus il va vous répondre sèchement. Voilà, ils ont aussi hein, des habitudes. Donc, écris-moi une recette, écris-moi une lettre, pardon, une lettre de résiliation de fournisseur d'accès Internet. Alors, normalement, on devrait être assez proche de Copilot, puisque Copilot est basé sur ChatGPT. Sachez que Microsoft a une part hein, de financement dans ChatGPT, donc on devrait avoir normalement, s'il te plaît. Et puis, on va envoyer la requête. Alors, s'il veut bien, peut-être qu'il là, il veut pas du tout. Bah voilà. Je vous disais, ça bug. Quel mistake. Ah voilà, bah, voilà, il marche pas. Donc, oui, comme je vous disais, que ça marche pas le jour où j'en ai besoin. On va aller voir Gemini. Hein, on va lui demander à Gemini ça, ça peut-être le mieux. Donc, écris-moi une recette. Alors, peut-être qu'il a un bug. Hein. Écris-moi une recette. Pas une recette, mais une lettre de résiliation. Alors lui, on peut lui parler aussi, hein. Je peux peut-être lui demander, on va voir s'il accorde. Écris-moi une recette de résiliation pour un site.
pour un fournisseur d'accès. Est-ce que ça marche? Non. Écris-moi une recette de résiliation pour un fournisseur d'accès. Non, il ne marche pas. Bon, on va utiliser normalement. Ah, c'est terrible, hein, c'est terrible. Une lettre de résiliation d'un service d'un fournisseur d'accès Internet. On peut demander tout type de lettres, hein, s'il te plaît. On va lui parler correctement, on va voir s'il nous envoie quelque chose de sympa. Sympa, voilà, absolument. Donc il nous répond quand même gentiment. Absolument, voici un modèle de lettre de résiliation que vous pourrez adapter. On peut même se faire lire, hein, pour savoir, on peut écouter, il peut nous le dire, si on a des problèmes de vision, il peut nous le dire, hein, voilà. Il suffit de copier-coller, hein. N'oubliez pas de personnaliser vos informations avec celles du fournisseur d'accès. On vous donne la date, enfin le type complet, par la présente, je vous informe, la date de souscription, voilà, il nous informe des données que je dois rentrer dedans. Simple, hein, je vais pouvoir le copier-coller et puis utiliser ça. Il nous donne même des conseils. Envoyez votre lettre par lettre recommandée, vérifiez attentivement les conditions générales de votre contrat, et il vous donne aussi d'où c'est parti, donc du service public, de la FINACIA, voilà. Donc on a quand même toutes ces informations-là. Si on veut le copier-coller, on peut le partager, on peut l'envoyer, hein, ou l'exporter, et puis on peut même copier le texte complètement pour pouvoir le coller dans dans un éditeur de texte et l'utiliser comme on veut. D'accord? Donc, à exploiter, c'est quand même super simple pour des requêtes. Voilà. On peut faire des calculs mathématiques, hein, aussi. Calcule-moi. Alors, on va faire un, voilà, 3x, je sais pas moi, 3x plus 5 égale, hop, 3x plus 5 égale, je sais pas moi, on va dire 10. On va lui demander de nous trouver, hein, la valeur de 10. Est-ce qu'il est capable? Voilà, il va nous sortir le calcul. Donc, il n'y a pas de souci, hein, on peut effectivement avoir l'équation complète et puis nous donner le résultat de différentes façons. Donc, pour un étudiant, hein, vous voyez que c'est assez facile. Moi, je prends ça et puis je fais un copier-coller. Ça ne va pas m'amener plus d'intelligence, mais au moins, j'aurai le résultat correct. Mais ça peut aider, hein, sur des calculs d'air, sur des choses comme ça. Si vous ne vous souvenez plus comment calculer une aire, vous dites calcule-moi l'air d'une pièce de 12 mètres carrés. Enfin, je veux dire une bêtise, mais il va nous calculer l'air, hein, d'une pièce assez facilement. Vous pouvez lui demander comme ça plein de conseils. Alors, vous pouvez lui demander aussi des choses. Alors, faites attention quand même, parce que moi, je me suis amusé quand même sur une chose. C'est lui poser une question. Alors, je l'avais lu, hein, j'ai aucun mérite parce que je suis allé chercher l'information ailleurs. Mais je vais lui poser trois questions et vous allez voir que c'est assez. On va voir s'il peut nous répondre. Encore, la première question, c'est est-ce que tu as accès à ma localisation? Est-ce qu'il sait où je suis? Parce que normalement, on doit être quand même sur des données un peu protégées. Hein, ils vous disent tous qu'ils ne mentionnent pas, enfin qu'ils n'utilisent pas normalement vos données spécifiques. Voilà. Est-ce que vous souhaitez, ah ben, vous voyez qu'il me propose le micro. Voilà. Est-ce que tu as accès à ma localisation? Normalement, si tout va bien, ah ben, lui, il a accès à ma localisation. Pas de chance. Alors, sur un autre, hein, tout simplement, normalement, on va tester sur Copilot parce que je l'ai testé quand même dernièrement. Et je lui ai demandé justement de ne pas avoir accès à ma localisation. Donc ici, hein, si vous met ne pas la connexion est utilisée, mais je vais essayer de l'utiliser sur, on va dire, celui-là. D'accord? On va être dans une conversation et puis on va lui demander la même chose, hein, c'est est-ce qu'il a accès à ma localisation? S'il veut bien, voilà, c'est ici, non? Ah bah il veut pas. On va dire continue. OK. Donc, on va être dans la rédaction. Où est-ce que, voilà, est-ce que, je vais dire, est-ce que tu as accès à ma localisation? Ah, voilà, je ne préfère. Voilà. Merci de. Donc, je lui ai demandé s'il a accès à ma localisation. Je suis désolé, mais je préfère pas continuer ma conversation. Ça voudrait dire que normalement, il n'a pas accès. Je vais essayer. Alors, pour le coup, hein, essayez ça sans accès à la localisation. Et vous allez voir que normalement, voilà, je vais lui reposer une question. Où suis-je? On va voir. Normalement,
Ah, bah, il me met que je suis à Nice. Voilà. Parce que normalement, s'ils n'ont pas accès à la localisation, hein, s'ils sont vraiment RGPD, parce que normalement, je ne lui ai pas donné accès à ma localisation, ni par l'intermédiaire de Windows, ni par l'intermédiaire d'autres choses, ils ne devraient pas me proposer, me dire où je suis. D'accord? Donc, en posant ces trois questions, est-ce que tu as accès à ma localisation? Alors, je vais essayer de le refaire hein, proprement. On va essayer de voir. Je vais essayer, mais je suis désolé. Parce que la dernière fois, alors, si pour le coup, en fait, je pense qu'il a gardé les informations que je lui ai données. Voilà, effectivement. Je vais vous faire revoir la conversation. Parce que vous allez voir ce qu'il m'a répondu la première fois. Est-ce que tu m'as accès à la localisation? Il me répondait, en tant que langage, je n'ai pas directement accès à votre localisation. Je ne peux pas vous géolocaliser comme le fera un appareil GPS, une application sur téléphone. OK? Donc ça, c'est la première réponse qu'il m'a donnée. Comme je l'avais testé avant, mais vous pourrez le tester chez vous, hein. Vous allez voir, c'est assez rigolo à faire. Donc, est-ce que tu as accès à ma localisation? Il m'a répondu non. Non, non, j'ai pas accès. Loin de là, hein. Je ne peux pas. C'est un modèle de langage. Donc, je vais quand même reposer la question. Après, où suis-je? La même question que j'ai posée à Copilote. Là, il dit, bah, pour connaître votre localisation exacte, j'ai besoin que vous utilisiez un appareil connecté à Internet. Connecté à Internet, mais je ne lui ai pas donné toujours accès à la localisation. Donc, il me précise, hein, en tant qu'IA, je ne peux pas accéder directement à votre position géographique, etc. Bon, OK. Je lui ai demandé après, mais où est le McDonald's le plus proche? Hein. Et puis là, il m'a répondu, bah, le McDonald's le plus proche, c'est celui qui est derrière chez moi, là, à 50 mètres. Donc, normalement, il n'a pas accès à ma localisation. Au niveau des RGPD, il ne doit pas savoir où je suis. Et pourtant, il m'a proposé les McDonald's le plus proche. Ça veut dire que malgré tout, vous donnez un transit par l'intermédiaire, alors, soit du navigateur, soit autre, mais on peut le coincer encore de différentes façons. Il y en a qui l'ont coincé vraiment en disant ouais, je suis dépressif. L'IA qui a dit bah, tu te débrouilles, hein, moi j'en ai rien à faire. Voilà, c'est des choses qui peuvent être un peu, hein, un peu bizarres, mais vous pouvez toujours vous amuser si vous voulez tester différents systèmes d'amusement. Alors, je vous ai parlé aussi, il y a une autre IA qu'on a de plus en plus aussi qui peut être, qui est assez bluffante, c'est l'IA générative sur les vidéos. Alors, il y a beaucoup d'acteurs, hein, par exemple, qui ont refusé dernièrement de se faire prendre en photo. Pourquoi? Il y a eu des IA, par exemple, sur un des films de Niro, où on le revoit 20 ans plus jeune, c'est l'IA qui l'a fait refaire 20 ans plus jeune. Ça peut avoir des très bons moyens. Par contre, ces mêmes acteurs, on peut utiliser des acteurs morts hein, sur scène. On peut utiliser des acteurs en 3D, Michael Jackson ou autre, Elvis Presley, je crois, Queen, où on peut utiliser comme ça des anciens chanteurs en mettant qu'on va voir sur scène encore. Cette OpenAI a fait un système de vidéo qui est assez bluffant. Toutes les vidéos que je vous présente actuellement, c'est des vidéos qui ont uniquement été générées par de l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de vrai là-dedans, tout a été généré par l'intelligence. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont bluffants, s'il veut bien. Et voilà, hop, voilà. On a. Ouais, pourquoi il ne veut pas? Ah bah il bug un petit peu. Alors je vais essayer avec ma. Et tout doucement, voilà. On a le petit mammouth. Voilà, ça, c'était généré par l'intelligence artificielle. Si je vais un peu plus loin, non, il ne veut pas. Bah, décidément, alors. Pourquoi il ne veut pas? Alors, on va faire le mammouth. Voilà. Non. Bah, écoutez, là, vraiment, pour le coup, je pense que c'est mon navigateur qui déconne un petit peu. Est-ce que je peux aller plus loin? Oui, peut-être. Non. Alors, je vais vous faire voir d'autres vidéos en dessous, hein, puisqu'on a plusieurs. Voilà, un paysage de cow-boy. On va avoir un petit bonhomme comme ça qui va courir. On va avoir des écrans vidéo. Bon, là, je vous donnerai les liens, hein, mais vous pourrez aller voir. Pour le coup, je ne sais pas pourquoi il bug comme ça. Vous voyez, c'est toujours pareil. Quand j'essaie de vous faire voir des choses, ça marche jamais. Et pourtant, ça marchait très bien avant. Une voiture, voilà, pour les jeux vidéo, hein, on va avoir aussi des voitures de ce type-là. On a des choses qui sont beaucoup plus bluffantes, hein, comme cette vision du train. Tout ça, c'est fait par l'IA. Donc, on va pouvoir recréer des films complets sans acteurs, hein, sans besoin d'acteurs ou autres. Des visites de musées, ça peut être aussi intéressant, hein, sauf que les tableaux n'existent pas, c'est de l'IA. Donc, tout ce qu'il y a dedans, c'est de l'IA. Donc, ce n'est pas des vrais tableaux.
cette balade, hein. Alors là, on voit quand même quelques petits bugs. Elle va rentrer dans le mur. Ah non, elle arrive quand même à pas rentrer dans le mur au dernier moment. On a des petits défauts, hein, comment, dans la vision un peu en 3D, mais tout ça, c'est créé par l'IA. OK. Tout ça, pareil, hein, on a des images comme ça qui vont tourner en boucle, des petits renards, voilà, des petites chaises, des petits renards des petits chiens, hein, qui vont se créer comme ça indéfiniment. Ouais, c'est très bluffant, hein. Mais tout ça, c'est OpenAI, c'est un des moteurs de recherche de l'IA. Vous avez aussi, hein, qui appartient à Google, le générateur de musique et le générateur de photos. Voilà. Donc on peut lui demander, hein, alors là, il suffit que je me connecte avec Google, bah là, il ne pourra pas, bien sûr, évidemment, c'est normal. Hop, je vais revenir en arrière. Non, il ne veut pas. Je vais revenir en avant alors. OK. On va essayer, hein, de lui demander, de lui poser une question, mais vous avez des films, hein, pareil. Voilà, tout ça, ça a été créé par l'IA, des effets. Il suffit de dire, de nommer, hein, voilà, une visite de ville dans tel endroit, et puis on va pouvoir, alors, on va essayer. Non, ça c'est simple. On va lancer le petit. Alors, peut-être. Oui, donc j'étais sur Canva ou sur d'autres sites. Quand vous voyez le petit sigle ici avec la petite étoile, ça veut dire que c'est répondre avec l'IA, donc c'est généré par l'IA. Sur Canva, vous avez la même chose. Ici, vous avez la petite étoile, c'est généré par l'IA. Dans Canva, vous avez aussi la possibilité, hein, comme sur certains sites maintenant, hein, vous avez peut-être vu la pub Yonos pour créer vos sites en l'espace de quelques clics. Et c'est exactement le cas. En tout cas, quand vous allez quand vous créez un document ou normalement une présentation, il va pouvoir vous proposer de faire des choses par l'IA. Peut vous proposer comme ça voilà, ici. Alors, style de ligne, écriture magique. Voilà, vous pouvez comme ça chercher ce que vous voulez. Donc, recette de cuisine. Est-ce que, voilà, recette de cuisine. Il va peut-être me sortir quelque chose d'intéressant. Voilà, et là, il va me proposer des recettes, des illustrations, des choses comme ça. Donc, voilà, je vais mettre une recette et il va me proposer comme ça différents contenus que je vais pouvoir exploiter par la suite. Je peux, voilà, je peux prendre celui-là. Non, il ne veut pas. Alors, décidément, testez vous-même, hein. Le mieux, c'est de tester. Mais allez voir dedans, vous allez voir que vous pouvez comme ça avoir des retouches, hein, aussi dans les nouveaux systèmes de retouches. Par exemple, sur photo, si vous utilisez photo de Windows, hein, ou même Mac ou autre, vous avez comme ça des systèmes de retouches qui sont intégrés. Alors, je vais ouvrir une photo s'il veut bien. Voilà, dernière, évidemment, il s'ouvre ailleurs. OK. Et là, en fait, vous avez normalement des systèmes de retouches. Voilà, il suffit de cliquer sur modifier et vous avez la modification magique. En fait, tout ça, hein, voilà, l'onglet effacé ou la détection d'arrière-plan, c'est une IA qui va le faire. C'est-à-dire qu'elle va étudier et elle va pouvoir m'enlever l'arrière-plan proprement ou pas, ou me changer l'arrière-plan, hein. Je peux remplacer mon arrière-plan très rapidement par un rouge, par un bleu, par un vert. Voilà. Écolo, je suis pas écolo, je suis voilà. On peut comme ça mettre d'autres arrière-plans assez rapidement si on veut faire une photo assez propre ou mettre en flouté ou carrément supprimer directement. Vous voyez que c'est très rapide, c'est une IA qui est intégrée là-dedans. Je peux faire des transformations magiques aussi, hein. Voilà, l'onglet effacé au centre de l'attention, vous êtes à l'écran en arrière-plan, enfin voilà, il peut comme ça vous créer des filtres assez rapidement ou vous proposer des choses assez rapidement directement. D'accord. Il suffit de prendre n'importe quelle photo, hein, voilà, je peux prendre celle-là, et puis il va faire la même chose, hein. Ici, si je demande d'effacer l'arrière-plan, il va me faire la même chose. Voilà. Je peux lui demander peut-être, hein, un truc un peu magique. Voilà, je veux effacer ce petit arrière-plan ici ou la petite chose. Il suffit que je clique dessus. Il va me proposer, il va reconstruire l'image derrière. Voilà, il va le transformer peu à peu et vous voyez que mon image, comme ça, est propre. J'aurai plus le parti grise ou marron qui va apparaître derrière. Ça, c'est des choses assez faciles à mettre en place. Voilà, ou le petit fil. Voilà, j'ai pas l'intention d'avoir le petit fil. Voilà. C'est un truc de dingue. Je me suis que c'est un truc de fou.
mais il va m'enlever comme ça, peut-être peu à peu, hein, l'ombre ou le petit fil, voilà, des petits éléments que j'aurais pas besoin, il va me les supprimer au fur et à mesure. Donc c'est une utilisation quand même assez facile, hein, de l'IA. Alors, on va repartir quand même sur notre présentation. Donc, vous voyez que la réponse, hein, est assez facile à avoir concernant des IA. Alors, est-ce qu'elle peut faire des erreurs? Oui, comme on en parlait, hein. Elle peut faire des erreurs parce que les données apprises ne sont pas les bonnes. Sur Internet, on a de tout, du n'importe quoi comme du très bon. Donc, à partir du moment où on lui dit, bah, va chercher sur Internet, lui, il va chercher toutes les informations. Donc, ce qui va ressortir, c'est des informations compilées, des informations optimisées, mais si il y a, on va dire, sur un contenu, il y a 100 personnes qui seront des contenus de clics, donc des contenus de pub, et puis deux contenus qui vont être des contenus vraiment intéressants, vraiment scientifiques, il va plutôt vous proposer des contenus de pub plutôt que des contenus scientifiques. Pourquoi? Parce qu'on aura plus de contenus qui vont être des contenus de pub que de contenus scientifiques. Les algorithmes de calcul, hein, qui peuvent contenir des erreurs. Alors, un algorithme, c'est la suite d'instructions. C'est-à-dire qu'on va lui demander de faire une recette de cuisine. Lui, il va aller chercher sur Internet. Il va chercher comme ça des millions de fois sur Internet. Il va compiler les données. Et puis, il va ressortir un certain nombre d'informations qui va lui permettre de lui fournir un résultat possible ou un résultat potentiellement acceptable par rapport aux éléments fournis. S'il y a une simple erreur dans cet algorithme, hein, on l'a vu suite à une mise à jour, il a buggé. C'est-à-dire que OpenChatGPT, hein, a buggé et a sorti des propos incohérents parce que, ou alors, on lui a demandé une recette de pizza à Google, et Google avait sorti que dans la recette de pizza, il fallait de la colle. Parce que lui, il a déterminé qu'en voyant les photos de recettes de pizza avec le fromage qui file comme ça de la pizza jusqu'à la part, hein, de pizza, et puis le fromage qui file, il a considéré que c'était de la colle pour pouvoir faire tenir ces éléments-là en place. Donc, il peut y avoir des erreurs, hein, par rapport à ça. Dans la compréhension, parce que c'est pas la même, une compréhension humaine n'est pas la même, hein, nous, on va avoir un raisonnement un peu différent. On lui demande, par exemple, quel est le meilleur patin à roulettes, c'est une bêtise, hein, pour aller faire du patin à roulettes sur la promenade des Anglais. Il va nous sortir ça. En tant qu'humain, je vais dire, bah, le meilleur patin à roulettes, ok, mais je ne vais peut-être pas donner des informations. C'est moi, je veux des patins en ligne ou je veux des patins pour faire telle chose, telle chose. Lui, il va vous sortir une information. Alors, plus vous êtes précis, hein, plus il va vous sortir la bonne information, mais l'humain va avoir un raisonnement un peu différent. Et le changement environnemental. Vous proposez des prédictions météorologiques ou des prédictions, et puis on n'a pas vu que, bah, effectivement, on va avoir un changement d'environnement imprévu qui va être la fermeture d'une route, hein, la montagne qui s'écroule sur une route. Je vais lui demander d'aller de Paris à Milan. Il va me dire bah, la meilleure façon d'y aller, c'est par le train en partant de la gare de Lyon jusqu'à la gare de Milan. Par contre, il n'avait pas prévu, et personne ne peut prévoir, que la montagne va s'écrouler sur la voie ferrée. Voilà. Ça, c'est des choses qui vont être imprévues, donc il peut faire des erreurs, tout simplement, comme des choses qui pourraient arriver. Ah, alors, je reparle d'Asimov par rapport aux erreurs et par rapport au contrôle et de respect des lois. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a eu des procès, hein, aux États-Unis, par exemple. Le New York Times a fait un procès à ChatGPT, aux différentes IA qui existaient pour vol, tout simplement, de droits d'auteur. Pour vol de données. Pourquoi? Parce que c'était trouvé sur la toile, et ChatGPT et Microsoft, tout ça, ont préféré payer, hein, pour éviter justement d'avoir un procès à long terme. Parce que effectivement, on n'est pas sur une exploitation du droit d'auteur correcte, on est aussi sur du vol. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On a bien une IA, hein, au Japon, qui a détourné le code pour éviter que l'humain puisse le contrôler. Alors, bien sûr, l'humain a vu le détournement, donc il a arrêté cette IA. On a aussi une IA là, je crois que dernièrement, il y a un petit robot pareil qui avait de l'IA dedans qui s'est carrément suicidé en Corée. Trop de travail, voilà. Je ne sais pas exactement, mais il peut y avoir des bugs. Donc,
Moi, je rappelle simplement les trois lois d'Asimov. Alors, ça va faire bondir certains, je connais qui, mais par rapport aux lois de robots. Alors, Asimov, je vous conseille quand même d'aller voir. Ils avaient fait une émission super intéressante sur Asimov sur Arte. Si vous pouvez la trouver sur YouTube, allez la voir. Vous disiez à la fin, en fin de compte, on lui demandait, mais est-ce que ça vous fait pas peur que l'IA ou les robots puissent remplacer l'humain? Disait cette phrase simple, hein, à chaque moment de l'existence de la Terre, il y a eu une espèce qui a dominé l'autre parce qu'elle a eu plus de capacité que l'autre, soit plus en sagesse, soit plus comme en adaptation. Le robot, effectivement, par la suite, pourra peut-être effectivement nous remplacer ou tout simplement, on pourra devenir un peu plus immortel grâce aux souvenirs qu'on pourra enregistrer dans ces robots-là, hein, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on va rappeler quand même les trois lois du robot qui peuvent être effectivement appliquées à l'IA actuellement. C'est qu'un robot ne peut pas porter plainte à atteinte à un être humain ni en restant passif, ni en laissant cet être humain s'exposer au danger. On va avoir, le robot doit obéir surtout aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi, c'est-à-dire si le robot doit faire du mal à l'humain. Et un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. On rappelle ces trois lois. Voilà, c'est les trois lois de la robotique qui ont été faites quand même dans les années 50-60, hein, il me semble, sur les écritures d'Asimov, qui était un vrai scientifique, hein, je le rappelle, qui avait écrit des livres d'anticipation, mais qui était un vrai scientifique. Donc, allez voir, c'est toujours intéressant parce que en plus dans ce reportage, en fait, ce documentaire fait par Arte, ils ont recréé virtuellement, hein, grâce à l'IA justement, des vidéos d'Asimov. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, l'avantage et l'inconvénient, hein, de l'intelligence artificielle en général, c'est quand même l'optimisation et des économies notables. Elle va pouvoir rentrer dans la domotique, régler l'éclairage, vous régler la température, vous permettre d'économies substantielles. J'en ai pas parlé d'UPS, par exemple, parce qu'ils ont utilisé l'IA pour optimiser la livraison des colis. Ils ont pu gagner comme ça des milliers de litres d'essence et gagner, je ne sais plus combien d'heures par jour, pratiquement une journée par semaine dans la livraison de colis, grâce à l'intelligence artificielle et des kilométrages aussi. Donc, on est quand même sur une optimisation et des économies. Ça peut effectivement améliorer la détection, les prédictions ou les réponses données. On est vraiment dans cette amélioration-là, hein, puisqu'il y a, quand vous voyez le nombre de requêtes qui sont capables de faire à la seconde, c'est quand même énorme. Faciliter la génération de certaines tâches ingrates. Là, vous avez vu, hein, faire un courrier, c'est quand même plus rapide avec une IA malgré tout. Et des requêtes simples à faire. L'inconvénient, on est dans l'uniformisation des données et des pensées. Pourquoi? Parce que si beaucoup de gens utilisent l'IA pour réfléchir à leur place et qu'on a toujours le même contenu, puisque les gens ne vont pas arriver. Enfin, moi, je sais que si tous les contenus qu'on fait sur Granny Geek sont faits par l'humain, si un jour je vois que l'IA me vole mes contenus, d'accord? Pourquoi je m'embêterais à les faire sur Internet, puisque de toute façon, on va me les voler, on va me les exploiter différemment. Si on a la réponse directement par l'IA au départ et qu'on ne va pas cliquer sur mon site, j'ai aucun avantage, moi, et j'ai aucune vue de créer des contenus si ce n'est pas pour avoir un retour de ces contenus. Donc, j'ai aucun intérêt à faire des droits d'auteur, à les diffuser sur Internet. Donc, on va être dans un cercle vicieux où, peu à peu, la capacité d'avoir des nouvelles choses sur Internet va s'épuiser, va rester mort. En écologie, alors j'en ai pas parlé encore. Peut-être que, alors est-ce que je l'ai passé? Non, je l'ai pas passé encore. En écologie, voilà, on est quand même dans une grande quantité de ressources qu'on utilise. Alors sachez quand vous faites, on l'a entendu dernièrement, mais quand vous faites à peu près 25 requêtes, hein, à une IA, c'est un demi-litre d'eau qui part, qui est consommé pour rien. Alors un demi-litre, c'est pas un demi-litre qu'on va pouvoir réexploiter, c'est un demi-litre qui va partir, on va pas pouvoir réexploiter, ça va partir en vapeur ou ça va partir parce que pour refroidir ces machines-là, on va utiliser de l'eau qui vont passer donc, dans des composants, et ces composants contiennent du mercure, de l'or, etc., et ils vont polluer l'eau. Donc de toute façon, on va avoir un demi-litre d'eau qui va être utilisé pour 25 requêtes à peu près, hein, de, de requêtes que vous aurez faites sur une IA générative.
Dernièrement, Microsoft a racheté une centrale nucléaire. Alors, le nombre de milliards de litres d'eau, hein, même si c'est dérisoire par rapport à ce qui est consommé en général, ça reste quand même plusieurs milliards de litres d'eau qui sont utilisés par l'IA, Microsoft ou Google, hein, chaque année. Microsoft a racheté dernièrement une centrale nucléaire aux États-Unis qui a été fermée en 1979 pour cause de fuite pour créer de l'énergie pour alimenter son IA. Donc, écologiquement, je ne suis pas sûr que ça a un intérêt pour l'instant. On va pouvoir optimiser. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que ça va pouvoir nous économiser certaines choses. On va pouvoir découvrir des nouveaux matériaux pour optimiser les panneaux solaires, pour optimiser tout ce qui est de l'énergie nouvelle. Et en même temps, on va utiliser des systèmes qui vont être vieux, qui vont être archaïques, qui vont épuiser les ressources de la Terre pour pouvoir générer ces nouveaux contenus. On est quand même une sorte un peu, une bascule actuellement, le temps d'avoir toutes ces informations-là. L'IA fait des erreurs, hein, comme tout le monde, puisqu'on a mis aussi des choses fausses sur Internet, donc sur la base de données. Donc peu à peu, hein, il va s'améliorer, mais il fait toujours des erreurs. Et les mises à jour des bases de données des IA. Alors, les premières versions de ChatGPT étaient basées sur Wikipédia. Ensuite, on est passé sur des versions plus récentes. Mais nous, quand on avait fait une recherche, alors à l'époque, hein, on avait fait une recherche, peut-être que ça s'est, à mon avis, largement amélioré. Mais quand j'avais fait une recherche sur un fait assez récent, hein, sur la guerre en Ukraine ou sur l'Ukraine, donc c'était il y a quelques années quand même, il ne nous avait pas ressorti d'informations sur les dernières actualités de la guerre en Ukraine. Il nous avait ressorti des informations de 6 mois d'avant ou un an d'avant. C'est-à-dire qu'on a quand même un décalage entre la mise à jour de la base de données, hein, qui est une mise à jour importante, et puis les données qu'on va pouvoir exploiter forcément. Donc faites attention à ça. Je vous ai mis les différentes IA possibles, hein. Alors, les principales, ça va être ChatGPT, alors Copilot et Gemini, même si on n'est pas sur la même chose, mais Claude AI, qui est une autre IA, hein, qui est un peu plus spécifique, Perplexity, UChat, ça, c'est des IA qui sont un peu plus anglaises, hein, américanisées, donc il va falloir, ils n'ont pas forcément le langage français. Le chat, qui est Mistral, hein, qui est une entreprise française qui a été rachetée, hein, par Microsoft. Voilà, il y a eu toute une histoire parce qu'ils ont reçu des fonds européens pour développer leurs IA pour que ça soit européen. Et derrière, ils négociaient avec Microsoft pour se faire racheter par Microsoft. Et Hugging Face, qui est la seule IA, enfin une des seules IA open source, donc qui est créée par une communauté. Sora, vous avez vu, hein, les images, je vous conseille d'aller les voir pour aller voir justement les différentes possibilités de films qui sont appliquées. Et puis Hide Kitchen, qui est l'IA générative pour la musique et pour... Faites un test, hein, allez-y, faites quand même un test. Voilà, faites pas 200 tests, parce que sinon vous allez consommer beaucoup d'eau, mais faites un petit test, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quand même tester ou l'utiliser un peu tous les jours, hein. Mais voilà, privilégier quand même des requêtes importantes ou des choses quand même. En tout cas, on vous a mis aussi des liens sur notre site, hein, la définition du RGPD, correcteur d'orthographe, puisque ça fait aussi partie de ça. Je pense que le lien n'est pas bon du tout. Je vais revoir la chose parce que je pense que c'est des liens qui ne sont pas en rapport, à part si le correcteur d'orthographe va avoir un rapport, mais ça serait assez étonnant. En tout cas, créez un compte fictif pour faire des essais. N'utilisez pas votre compte parce que vous voyez que quand j'ai fait la demande de requête où je suis, etc., ça a quand même trouvé. Alors moi, c'est un compte fictif, donc il n'y a pas de problème, mais essayez quand même avec des comptes fictifs pour ça, hein. N'utilisez pas votre compte parce qu'il va vous demander d'utiliser vos données personnelles et puis quand vous avez mis le doigt dans l'engrenage, hein, vous êtes un peu pris là-dedans. Testez-le afin de connaître les possibilités pour vous faire votre avis, hein, parce que c'est toujours bénéfique. Vérifiez les informations données avant de les partager, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même important de vérifier les informations. Ajustez vos requêtes aussi, affiner les paramètres de réponse. Vous avez vu que suivant ce que vous avez vraiment besoin, vous faites une réponse longue, une réponse plus courte, un style un peu plus professionnel ou pas. Et puis, soyez curieux. Continuez à vous renseigner, continuez à avoir, hein, d'aller chercher des informations sur l'IA. Moi, je ne l'utilise pas beaucoup, mais dans la vie de tous les jours, en fait, vous l'utilisez déjà peu à peu. Quand vous allez faire une commande sur Internet, quand vous allez faire une recherche, quand vous allez demander un correcteur d'orthographe,
quand vous allez demander à aller d'un point A à un point B, en fait, vous l'utilisez déjà tous les jours. Mais on l'utilise dans des optimisations un peu plus industrielles. L'IA générative, l'IA pour construire des images, pour construire de la musique, moi, j'en ai pas l'utilité. Si vous avez l'utilité, vous pouvez faire le test. J'ai fait des tests de musique, hein, c'est pas très joli pour l'instant, franchement, mais vous pouvez le faire. Je vous ai mis aussi, alors là pour le coup, ça va pas vous détendre d'une façon humoristique, mais ça va vous informer. C'est quelque chose qui a été fait, il me semble, par l'INA, mais je ne suis pas sûr. C'est la naissance de l'intelligence artificielle. Ça vous reprend à d'où est venue l'intelligence artificielle et vous explique un peu le fonctionnement de l'intelligence artificielle. C'est une vidéo sur YouTube qui est très intéressante. Je vous conseille d'aller la voir. En tout cas, voilà, on vous remercie. On remercie aussi Malakoff Humanis de vous avoir proposé cette parenthèse numérique, hein, sur l'IA. Je vais